Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée reçue qui a la peau dure. Vous savez, pendant des siècles, l'histoire qu'on nous racontait était dominée par la vision grecque des choses. L'idée d'un despotisme oriental complètement figé, mais la réalité? Eh bien, la réalité, c'est que l'Empire achéménide, la Perse antique, a tout simplement été le surprenant architecte de notre civilisation moderne. Si on se pose la question, qui a inventé les droits de l'homme, le tout premier service postal organisé ou même les réfrigérateurs? On aurait naturellement tendance à chercher du côté des nations occidentales modernes, pas vrai? Eh bien, préparez-vous à être surpris, parce que la réponse à tout ça, c'est la Perse antique du VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est quand même assez incroyable. Allez, plongeons dans le vif du sujet avec notre première partie, l'architecture de la tolérance. Tout bascule en 539 avant Jésus-Christ, quand Cyrus le Grand s'empare de Babylone. Avant lui, les empires comme les Assyriens ou les Babyloniens avaient une méthode, disons, expéditive. C'était la brutalité totale, des déportations massives et la destruction systématique des cultures locales. Mais Cyrus, lui, il arrive avec une méthode complètement révolutionnaire. Il met en place une vraie tolérance religieuse et assure une continuité culturelle. Le meilleur exemple, c'est ce geste historique colossal. Il a rapatrié les Juifs à Jérusalem et leur a même permis de reconstruire le Second Temple. Et tout ça repose sur une philosophie qu'on retrouve gravée sur le fameux cylindre de Cyrus. C'est résumé en une phrase brillante, la persuasion plutôt que la force. Alors attention, ce n'était pas juste par pure bonté d'âme, c'était une innovation administrative absolument géniale. Le but, c'était de créer des sujets fidèles, pas des opprimés qui attendent la première occasion pour se rebeller. C'est une vision tellement en avance sur son temps qu'elle a fini par inspirer des penseurs comme Thomas Jefferson des millénaires plus tard. Ce qui nous amène à un mot fascinant, le Vispasana. C'est du vieux perse et ça veut littéralement dire « englobant toutes les tribus ». L'étymologie même nous montre que cette reconnaissance de la diversité, ce n'était pas un accident ou un dommage collatéral, c'était une politique d'État super délibérée. Intégrer toutes les cultures, c'était le cœur du réacteur de la puissance impériale achéménide. Et ce Vispasana, ils l'ont littéralement sculpté dans la pierre. Regardez la fameuse porte de toutes les nations à Persépolis, construite sous Xerxes Ier. C'est la manifestation physique de ce concept. On y trouve un mélange incroyable d'architecture assyrienne, égyptienne et perse. C'était une salle de réception gigantesque avec des inscriptions trilingues, conçues pour acquérir les tribus, mais surtout pour montrer visuellement au monde entier à quoi ressemblait une domination universelle et harmonieuse. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la communication dans la pierre. 66 mètres, imaginez un peu la hauteur. C'est exactement à cette hauteur vertigineuse, à flanc de falaise, que le roi Darius Ier a fait graver l'inscription de Behistun. Pourquoi aussi haut, me demanderez-vous? Eh bien, tout simplement pour que personne ne puisse venir vandaliser le texte. Un panneau d'affichage indestructible, visible de super loin, et fait pour durer l'éternité. Mais le vrai truc fascinant ici, c'est ce qui est écrit. L'inscription de Behistun, c'est le texte cunéiforme trilingue le plus long au monde. En utilisant simultanément le vieux perse, l'élamite et le babylonien, Darius s'assurait d'une chose cruciale. Toutes les élites administratives, d'un bout à l'autre de l'Empire, pouvaient comprendre et relayer son message de légitimité. En fait, les Perses avaient tout compris à la communication. Ils utilisaient le bon support pour le bon message. Pour la propagande royale, la pompe cérémonielle, ils avaient ces lourdes pierres parlantes monumentales. Mais pour gérer le quotidien, ils ont mis en place une bureaucratie hyper agile. Ils ont adopté l'araméen avec son alphabet beaucoup plus simple et ils ont tout noté sur des papyrus et des tablettes d'argile. Un gain d'efficacité administrative massif. Troisième partie, les géants de l'ingénierie hydraulique. On va voir qu'ils ne se sont pas contentés de dominer les hommes, ils ont carrément dompté la nature. Leurs projets de canaux sont juste hallucinants de démesure. On parle de projets réalisés des milliers d'années avant notre ère moderne. Tenez-vous bien, Darius Ier a fait creuser un canal de Suez de 150 km, assez grand pour que 2 navires puissent se croiser. L'objectif, doper le commerce. Et de l'autre côté, on a le canal de Xerxès. Plus court, environ 2 km, mais c'était un tour de force d'ingénierie pensé à 100% pour la logistique militaire. Regardons ce canal de Xerxès d'un peu plus près. C'était un projet d'infrastructure radicale, construit pour un usage unique. Grâce à des techniques folles pour l'époque, comme des chaînes à godets et un creusement couche par couche, Xerxès l'a fait bâtir juste pour que sa flotte d'invasion puisse éviter les redoutables tempêtes du cap Athos. Une fois la flotte passée, le boulot était fait, et le canal a simplement été abandonné à l'ensablement. Mais leur coup de génie le plus brillant en matière d'eau, c'était sous terre, le système de Kanat. C'était des tunnels souterrains, très légèrement inclinés, qui captaient l'eau des montagnes pour l'amener dans le désert, le tout sans qu'elle ne s'évapore avec la chaleur.
C'est grâce à cette magie que les Perses ont pu faire pousser des jardins luxuriants au beau milieu des terres arides. Et, petit fait amusant, ils appelaient ces jardins des Peridaisa, ce qui, vous l'avez deviné, a donné notre mot paradis. Et voici mon invention préférée, le yakshal, le tout premier frigo de l'histoire. Bon, la recette pour en fabriquer un est spéciale. Il vous faut du sable et de l'argile, logique, mais ajoutez-y des blancs d'œufs, des poils de chèvre et des cendres. Oui, vous avez bien entendu. Ce mélange improbable créait un mortier hyper isolant avec des murs de 2 mètres d'épaisseur. Résultat, la cour royale de Perse pouvait tranquillement siroter des boissons remplies de glace en plein milieu de l'été au cœur du désert. C'est pas beau ça? Quatrième partie, le premier réseau mondial. Parce que pour faire tenir tout ça ensemble, à l'échelle d'un continent, il fallait une colle administrative extrêmement forte. 2500 km, c'est la distance totalement ahurissante de la voie royale. C'était l'autoroute de l'Antiquité, reliant Suse à Sardes. Une infrastructure vitale qui permettait de booster le commerce entre les continents, mais aussi de déplacer des armées entières à une vitesse record. Et devinez quoi? Sur cette route circulait le monde entier, y compris le Chaparcanet, le premier vrai service postal organisé. Le principe était simple mais redoutable. Un coursier arrivait à fond la caisse à une station relais, laissait son cheval en sueur, sautait sur un cheval tout neuf et repartait immédiatement. Grâce à ce système de relais, une lettre urgente pouvait traverser l'immense empire en 7 à 9 jours seulement. C'était tellement impressionnant que l'historien grec Hérodote, pourtant pas toujours tendre avec les Perses, a écrit cette phrase légendaire sur leur dévouement face aux intempéries. Et d'ailleurs, le saviez-vous, cette citation d'Hérodote, pleine d'admiration, est devenue plus tard l'inspiration directe de la devise officieuse de la poste américaine d'aujourd'hui. Donc le truc à retenir ici, c'est que l'Empire ne s'est pas juste étendu, il s'est standardisé. Ils ont imposé une monnaie universelle comme le daric d'or, des poids uniformes sur les marchés et des impôts provinciaux fixes. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais cette prévisibilité économique a tout changé. C'est exactement cette ingénierie financière qui a financé leurs immenses palais et transformé le commerce à l'échelle mondiale. Cinquième et dernière partie, les fondations de notre monde. On va voir que cet héritage est toujours bien vivant. L'Empire achéménide, ce n'est pas que de la géopolitique massive et des monuments, c'est aussi notre quotidien. Vous aimez jouer? Le backgammon ou les toutes premières formes des échecs, ça vient de là. Les magnifiques tapis noués, l'artisanat de précision, c'est encore eux. Ils ont même jeté les bases de la médecine académique et des premiers hôpitaux. On est bien loin du cliché de l'empire despotique et figé. C'était un véritable incubateur de progrès. Alors, on en arrive à cette question qui laisse pensif. Quand on regarde nos services postaux, nos canaux de navigation, nos frigos ou nos principes de diversité, est-ce que, d'une certaine manière, on n'est pas simplement en train de vivre dans l'écho de la grande Persépolis? Le génie perse a dessiné une grande partie du plan de notre monde moderne. Et honnêtement, c'est une perspective qui change complètement notre regard sur l'histoire. Merci d'avoir suivi ce décryptage. On se retrouve très vite pour explorer de nouveaux pans fascinants de notre passé.